Salut, c'est Guillaume Canet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast des opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Cannes, c'est la putain de sa race de fini. Et oui, aujourd'hui on est vulgaire parce qu'on est triste, et quand on est triste on est vulgaire. Vous avez vu comment j'arrive à faire des boucles. Bienvenue dans ce tout dernier épisode, ou pas, vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Ce tout dernier épisode de Cannes, de Avis désastreux à Cannes 2025. On va refaire un retour sur le palmarès auquel nous avons pu assister hier soir. Mais tout d'abord, quand même, je vais vous parler de deux derniers films, des films de rattrapage, des films en compétition officielle. L'un qui n'a gagné aucun prix, l'autre qui en a gagné deux. On va commencer tout d'abord avec Renoir de Shi Hayakawa. C'est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard, sans aucune attente, parce que la plupart des personnes qui l'ont vu l'ont trouvé assez moyen. Et malheureusement, je vais me ranger du côté de ces personnes à travers cette histoire d'une mère et d'une fille qui vont toutes les deux devoir accepter la mort du père ou de son mari qui va arriver très progressivement tout au long du film. La réalisatrice va filmer une vie, va filmer une relation entre ces deux protagonistes. En fait, je trouve que si dans les 30 premières minutes, quand on impose son cadre, quand on impose ses thématiques, quand on impose son récit, je me dis, ok, le film a de quoi me plaire. Après, je vais pas dire que c'est en mode automatique, mais très vite, le film décroche. Alors, si j'aime bien justement comment elle arrive à dire, voilà, c'est un film sur la disparition, que ce soit celle des autres, mais aussi la nôtre. Donc, le vide qu'on laisse après notre départ, le vide qu'il y a après le départ des autres, malheureusement, c'est quelque chose où elle va très peu exploiter, ou alors que c'est quelque chose qui me paraît un peu survolé et qui m'accroche beaucoup moins. Alors, il y a des choses que je vais bien aimer, je trouve qu'il y a un travail du mystique. Quand, par exemple, t'as quelqu'un qui va lire sur les mains, quand la petite va faire de la magie, quand elle va essayer de communiquer avec ou des esprits ou je sais plus c'est communiquer avec des esprits. Vous vous rendez compte, le film je l'ai vu hier, je l'ai déjà oublié en grande partie parce que je trouve que malheureusement c'est un film qui s'oublie très vite. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va se passer avec le téléphone, ce concept de où tu écoutes des messages, où tu en laisses. Je sais pas, ça permet d'exploiter un petit peu qu'est-ce que le Japon a un moment précis, comment sont les personnes qui y vivent. Bon, après là c'est dans un contexte dans lequel la plupart des personnes se sentent seules, mais ça permet de parler de solitude, etc. En vrai, finalement, j'en parle pour pas dire grand-chose, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose non plus à en tirer. On peut retenir quand même Yu Suzuki, qui, je pensais, était parmi les favorites pour l'interprétation féminine, qui s'en sort très bien. Elle arrive à créer un peu d'intérêt par rapport au film, qui, malheureusement, en dehors de ça, en a très peu. Donc voilà, Renoir, un film malheureusement très oubliable. Contrairement à L'Agent secret de Kelber Mendoza Filho, un film que j'attendais énormément parce qu'il avait l'air de faire l'unanimité tant auprès de la critique qu'auprès du jury. Bon, finalement, au vu des prix qu'il a gagnés, cela semble être vrai. Mais j'y reviendrai tout à l'heure en la présence de Clément. Et oui, effectivement, c'est un film que j'ai adoré. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme interprété par Wagner Moura qui est poursuivi, et on sait pas trop exactement pourquoi, par des personnes, on sait pas trop exactement qui, et qui va devoir essayer de les s'y échapper, mais t'as quand même une grosse partie du film, une bonne heure où il semble pas vraiment être particulièrement en fuite ou en train de se cacher, et c'est progressivement que le film va dessiner. Et en fait, cette notion de flou qui a pu perdre des personnes et que le film va ensuite plus ou moins répondre, ça me plaît parce que il y a un message qui va être raconté, c'est que ces discussions auxquelles on assiste, on va se rendre compte au moment dans le film qu'il y a un point de vue extérieur, tout comme c'est notre cas à nous, par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Et à partir du moment où le réalisateur change le point de vue, permet d'avoir un point de vue extérieur, ça permet de raconter autre chose de complètement différent. C'est un magnifique film sur le respect de l'intime. Le fait que, certes, pour raconter la grande histoire, on peut avoir besoin de passer par la petite, sauf que ces petites histoires, elles concernent des personnes qui ont vraiment existé, qui ont leur famille, qui ont une descendance, et qui ce sont des personnes qui, peut-être, elles, de leur côté, n'ont pas envie de servir la grande histoire, elles ont envie d'un certain cercle d'intimité. Et le fait que le film n'offrira jamais vraiment de réponse pour respecter cette intimité, et du coup pour ne pas aller jusqu'au voyeurisme et toute la curiosité plus ou moins bien placée
de la personne en face. Je trouve ça un peu couillu, mais en même temps, vu que ce que ça raconte, je trouve ça très beau. Après, là, je me concentre sur un point qui parle du global du film, mais ensuite, au tout début, enfin, c'est un super thriller politique. Il a gagné le prix de la mise en scène, je reviendrai plus tard là-dessus. C'est pas particulièrement sur la mise en scène la mise en scène qui me marque, mais je trouve que dans sa reprise des codes visuels et de la narration des années 70, donc l'époque à laquelle se passe le film, ça arrive à donner un grain, et en plus ça crée un thriller politique où on est sur une sorte de paranoïa, où est-ce que on a l'impression que tout le monde pourrait accuser le personnage principal, d'autant plus que vu qu'on sait pas exactement pourquoi il est poursuivi, il y a ce mystère, cette tension sous-jacente qui fait que on est perdu avec lui, on reste accroché, on essaye de capter les indices qui nous sont donnés par petites touches, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que ça permet de créer un état mental qui est proche du coup de celui de notre personnage principal, et aussi de cette tension ultra palpable qu'il y avait au Brésil durant du coup cette dictature. Et je trouve que le film fait un beau parallèle, ou en tout cas se répond bien avec Je suis toujours là, où là on a encore une fois la question du mystère. On sait que quelqu'un a disparu, on s'imagine que c'est à cause du gouvernement, mais pourquoi, et surtout que s'est-il passé, ça on essaiera de l'apprendre durant le film. Là on voit le moment avant que cette personne ne soit récupérée ou pas du coup par le gouvernement, que ça fonctionne très bien. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est que déjà, je trouve que c'est un super film qui arrive justement à poser un cadre et à poser une tension qui fonctionne énormément. Moi, je sais que par exemple, la scène du Hermando, qui se passe dans des bureaux de carte d'identité, je sais qu'à ce moment-là, mon cœur a arrêté de battre. Tellement j'étais sous tension, tellement c'était hyper intense. Quand vous écouterez cet épisode, vous sortirez du film, parce que soit vous étiez à Cannes, soit parce que vous étiez au pâté et que le film y était. C'est très simple, mais en fait, il arrive à créer un moment de hyper palpable sur à quel point une vie peut basculer par rapport à un simple geste qui me terrasse. Et aussi, et là je vais le relier à ce que j'ai vu du coup du réalisateur avant, c'est que comme dans Aquarius, je trouve que il a une manière de filmer les espaces et de filmer les vies qui s'y trouvent avec beaucoup de douceur. Notre personnage principal va arriver dans un immeuble, et on va suivre toute la vie dans cet immeuble, et on sent qu'il y a eu du vécu dans cet immeuble, on sent que dans l'appartement des choses se sont passées, et en même temps il arrive très bien à nous intégrer à une foule de personnages, avec une grand-mère qui est incroyable en termes d'actrice et de personnages, mais il arrive à nous les rendre attachants et à nous faire croire que voilà, ça fait des années qu'ils se connaissent, qu'il y a une vie, que c'est plein d'émulsions, et ça y fonctionne. Et je trouve que c'est magnifique, surtout qu'avec Aquarius, qui était aussi sur la notion du temps qui passe, le fait de vivre à un endroit. Je trouve que là c'est pareil, d'ancrer les personnages dans une réalité matérielle pour nous les faire acheter, et donc par extension être beaucoup plus sous la tension que le film essaie de créer. Et puis bon voilà, Warner Moura, j'y retournerai tout à l'heure, mais est excellent, surtout que j'aime bien le fait que ils aient pris un personnage un petit peu banal, qui ne semble pas avoir fait quelque chose de fou, en tout cas qui mérite qu'on le pourchasse. Et donc je trouve que il arrive tellement bien à correspondre à ça que ouais, c'est après une interprétation masculine, et j'y reviendrai, amplement mérité. Je trouve que par rapport à ce qu'il doit incarner dans le film et comment il arrive à donner cette dimension au film, je trouve que ça fonctionne excessivement bien. Là, j'enregistre le matin, alors que ensuite, vous allez voir, on enregistrera le soir, on enregistre sur 2 époques différentes, mais un peu comme le film, hein. Regardez, comme si ça c'est pas méta. C'est un film que j'encourage amplement. Je sais plus quand c'est qu'il a une date de sortie, je sais pas si c'est lui qui sortira en janvier ou si c'est un autre. Finir le Festival de Cannes sur cette note, c'est plutôt une belle chose. Mais arrivons à ce qui vous intéresse le plus, à savoir le palmarès, et grâce au montage, regardez qui c'est qui vient d'apparaître à l'autre bout du micro. Bonjour Clément. Bonsoir même, il est quand même 1h40 au moment où on enregistre. Comment ça va ? Un peu fatigué, c'est la fin de Cannes, on a hâte de faire une grasse matinée. Après toi, après tu dis fin de Cannes fatigué, toi t'as vu 4 films je crois au total ? Ouais, 4, faut rajouter un 8 derrière.
Ouais, t'as vu 48 films, espèce de malade que tu es. Quel festival et quelle sélection on a eu cette année. Et Cannes vient de marquer son grand coup avec aujourd'hui l'annonce du palmarès. On était en conférence de presse pour assister du coup à la remise des prix. Et justement, nous allons l'aborder direct sans plus, avec au tout début la Caméra d'Or. Alors Caméra d'Or, on a 2 prix. On a une mention spéciale d'abord pour Ma Father Shadow, que tu n'as pas vu de souvenir. Que je n'ai pas vu. Que John avait vu, et c'était sa Caméra d'Or à lui. Donc voilà, je sais qu'il a été content quand c'était annoncé. John content, un prix, ça donne envie. Mais du coup, l'autre que j'avais prédit du coup dans mes pronostics et que toi tu as vu, c'était The President Cake. Est-ce que on est content que ce film reparte avec un prix? Oui, on est content que ce film irakien reparte avec un prix, un film qui se situe à hauteur d'enfant. Allez, je raconte vite fait de quoi ça parle. Si tu veux. C'est une enfant qui en Irak pendant la période de Saddam Hussein est tirée au sort dans sa classe pour faire un gâteau pour l'anniversaire du président. Car il se trouve que en Irak, à cette époque, toutes les familles devaient faire un gâteau en hommage à Saddam Hussein le jour de son anniversaire. Sauf que c'est une famille très pauvre et qu'elle va devoir faire un périple dans toute la ville pour trouver les ingrédients dont elle a besoin pour faire le gâteau. C'est un film qui est intéressant puisqu'il est sur une ligne de crête où à la fois il met en scène d'une façon, c'est juste le culte du chef de l'Irak de Saddam, et en même temps derrière le bombardement des États-Unis qui mènent leur opération en Irak sur la base d'éléments créés de toutes pièces. Mais en dehors de ce scénario, est-ce que c'est un film que toi il t'a plu? Oui, moi il m'a bien plu. Je crois que j'avais mis 3,5 sur 5. Donc pour moi 3,5 sur 5, c'est un film c'est d'un bon cru, comment on dit. C'est un bon cru. Pour ma part, je ne l'ai pas vu. On va continuer avec du coup cette fois-ci les prix de la sélection officielle, avec un prix qui a fait grincer des dents, bien évidemment. Et oui. Le prix spécial Résurrection de Bigan, comme l'année dernière avec le Rasoulov, les graines de Vigue sauvage. D'un côté, tu te dis bon c'est cool, ils l'ont pas oublié, ils le notifient à quel point que c'est un prix spécial. De l'autre, ça fait vraiment bon, vas-y, prends ton prix, mais tu peux pas jouer dans la cour des grands. Faut que t'es un peu mis de côté. T'existes, mais t'es quand même mis de côté. Ça fait très bizarre. Alors Binoche a dit qu'elle a adoré le film et que c'est elle qui a dit c'est moi qui ai voulu que ce prix existe. Après, je ne veux pas remettre en question son témoignage, mais je me dis, est-ce qu'ils ont pas remis ce prix en mode, ok, ils ont vu que tout le monde commençait à crier au chef-d'œuvre, enfin presque tout le monde, comme l'année dernière c'était le cas avec le Rasoulov, et donc est-ce qu'ils se sont pas un peu sentis obligés de le récompenser, mais que c'était pas du tout prévu qu'ils le récompensent dans leur carcan? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça fait un peu chic quand même. Oui, c'est fort possible. Moi, c'était ma Palme d'Or, mais comme beaucoup. C'était notre Palme d'Or. C'est un film qui était qui trônait au-dessus de la sélection. Clairement. Mais qui, peut-être pour le jury, était trop expérimental, trop hors norme. Binoche a dit que c'était un film ovni. Voilà, il leur mettre un prix spécial, qui est une manière aussi de remettre un prix sans devoir retirer un autre film dans le palmarès. C'est un peu agaçant, oui, comme tu l'as dit, le Rasoulov l'année dernière. On se souvient des critiques qu'il y avait eu de ce geste qui revenait à dire qu'on remettait un prix à Rasoulov pour le thème de son film, pour son aspect politique, et moins pour le film lui-même, comme si le film en lui-même n'était pas si bon. Voilà, c'était un peu les critiques qui se faisaient entendre. Là, pour le Bigan, c'est pas ça, parce que c'est pas un film iranien très politique, mais c'est un film qui, en termes de formalisme et d'expérimentation formelle et narrative, est très très intéressant. Il reparcourt toute l'histoire du cinéma. Et donc voilà, c'est un film qui aurait été qu'on aurait bien vu palmer. Ouais, effectivement. Et comme on a vu un collègue le dire, vu que c'est un ovni, autant lui aurait compensé la palme étant normalement pour des films qui dépassent ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin bref. On augmente avec le prix de l'interprétation masculine qui revient à Wagner Moura dans L'Agent Secret. L'Agent Secret que du coup, comme j'avais dit hier, j'ai rattrapé ce matin. Et j'ai changé à la dernière minute, pendant un moment, j'avais dit Alexander. Alors, j'espérais toujours que ce soit celui des deux procureurs, mais c'est vrai que Wagner Moura, j'ai changé mon pronostic, et
il est très très bon. Il porte le film. Il arrive parfaitement à correspondre. De toute façon, je vous en ai parlé dans la partie précédente sur l'acteur, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, c'est pas du tout déconnant et je trouve que c'est un prix vraiment mérité pour le coup. Oui, alors moi j'ai adoré le film. Sur le prix d'interprétation, alors je suis totalement d'accord sur Wagner Moura. Une petite larme à l'œil pour l'acteur qui joue Godard dans Nouvelle Vague et dont j'ai mangé le prénom. Guillaume Marbeck. Guillaume Marbeck, qui était vraiment excellent et qui aurait aussi mérité ce prix, peut-être même plus selon moi. Mais en tout cas, on est content pour Moura. Ben, on continue dans l'interprétation féminine. Et alors là, pour avoir été tous les deux en séance de presse, toi en Debussy et moi en conférence, il y a eu beaucoup d'applaudissements. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai l'impression surtout par la presse française, mais un peu internationale aussi. Prix de Queer Palmière pour la petite dernière. Et donc évidemment, la grande gagnante, c'est Nadia Meliti. Donc comme je vous dis, pour la petite dernière. Alors, pour être tout à fait honnête, c'était pas la meilleure actrice de la sélection. Pour ma part, je pensais à celle qui se trouvait dans le Rostae. Toi, de souvenir, tu m'avais dit Rens dans Sentimental Value. Oui, totalement. Il y avait mieux. Après, au vu du film, encore une fois, je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve que c'est un beau prix. C'est pas le meilleur, effectivement, mais c'est un beau prix et au vu de la réaction des gens qui étaient autour de nous, je pense que c'est un prix qui est globalement accepté par tout le monde. Oui, c'est-à-dire que on est content pour Nadia Meliti, on est aussi content pour Avia Herzi. Nous, dès qu'un film réalisé ou dans lequel joue Avia Herzi remporte quelque chose, on est plutôt satisfait. En revanche, il est vrai que c'est pas l'actrice qui ira le plus marquée dans la compétition et pour le coup, même si je n'ai pas été un immense fan de Sentimental Value, sa protagoniste aurait mérité le prix parce que son jeu est extrêmement juste et extrêmement développé avec beaucoup de subtilité. Après, il y aurait peut-être eu la question du doublon vu qu'elle avait déjà gagné pour Julien 12 chapitres du même réalisateur quand elle était venue il y a 3 ans. Non, il y a 4 ans et du coup, la dernière fois qu'elle était venue à Cannes, en tout cas en compétition officielle. Nous allons passer au prix du scénario pour un film que je n'ai pas vu, mais comme je l'ai annoncé hier, et je vais essayer de le tenir pour demain, Les Dardennes ont gagné un prix. Je l'ai pas vu, c'était le seul de la compète que j'ai pas vu, donc j'ai pris ma place pour le voir demain après 8 heures de train. Je suis complètement fou, je vais dormir 3 heures, donc je vais pioncer devant, mais je promets de le voir pour ensuite vous en parler. Donc moi je l'ai pas vu, donc je sais pas si c'est particulièrement mérité. Prix du scénario, est-ce qu'on valide ? Non, on valide pas. Et pourtant ce film, moi qui ne suis pas un immense fan des Dardennes, notamment dans le dernier film, je trouve qu'il tombe Tori Lokita. Qui tombe dans un certain misérabilisme sans ouvrir de perspective d'émancipation. Là, pour le coup, il est un peu plus intéressant à ce niveau-là, mais pour autant, prix du scénario, j'ai du mal à comprendre, même si c'est un film choral, même si... je pense que c'est ça qui a marqué le jury, c'est que c'est un film choral avec plusieurs des femmes différentes au sein d'un même foyer qui ont chacune leur vie et c'est entremêlé. Ils se sont dit waouh, c'est fort, c'est entremêlé, c'est génial. Attends. T'es en train de me dire un film choral avec différentes femmes de familles qui vivent des moments, etc. Il y a pas un autre film dans la compétition qui ressemblait à ça? J'ai fait exprès de grossir un peu le trait pour passer de Southern Falling. Ah oui, ouais. Bon, oui, pour le coup, en termes de scénario, était un peu plus développé. Complexe. Oui. Bon, on en reparlera demain de toute manière. Prix de la mise en scène, on retourne chez l'agent secret. On là, du coup, récompense pour Kelber Mendonça Filho. Comme je vous ai dit, j'ai vu le film. Je vous en ai parlé encore une fois tout à l'heure. Bon, je sais pas. Effectivement, il y a la scène dont je vous parlais, la scène du Armando, où là, je trouve qu'effectivement, ça fonctionne très bien. Il y a un jeu de double bonnette, de double focale. Pourquoi pas? Après, est-ce que c'est particulièrement par la mise en scène que le film m'a marqué? Non. Comme je vous en avais parlé, moi, il y a Southern Falling. Toi, de souvenir, c'était du coup le Sirat
qui te marquait un peu plus pour la mise en scène? Alors oui et non, parce que pour la mise en scène, l'agent secret est bien au-dessus. La mise en scène est vraiment excellente Oui. dans le film. C'est même un excellent film tout court. Moi, ce qui m'embête, c'est même l'inverse de toi, c'est qu'ils le mettent là et qu'ils le mettent pas ni en Grand Prix ni en Palme. Donc c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il aurait mérité mieux qu'un prix de la mise en scène. Après, je trouve que pour une mise en scène, ça reste quand même des super films. Oui, mais c'est pas le Grand Prix ou la Palme. Oui. Pour un film qui faisait l'unanimité critique. Ah bah, à tel point que c'est lui qui a gagné le Free Press Prix, le prix de la presse internationale, que je considère souvent comme étant le meilleur prix de la compétition, et qui là, ils l'ont remis à L'Agent Secret, qui, encore une fois, reste un super film. Date de sortie en France, le 14 janvier 2026. Vous n'êtes pas prêts de le voir, donc après, nos amis qui sont à Paris pourront le voir, me semble-t-il, à partir de mardi. Nous avons un ex-aequo. Nous parlions tout à l'heure de Sound on Falling, prix du jury Sound on Falling. Je te laisse démarrer. Est-ce que c'est plutôt content de le trouver ici? Je sais pas trop quoi en penser. C'est un film où j'ai été plutôt mitigé, enfin plutôt bon, hein, mais mitigé pour plein de raisons. De le voir ici, bon, comme c'est un ex-aequo, ça me déplaît pas, mais c'est pas le film qui m'a le plus déplu. C'est pas non plus celui qui m'a bouleversé, qui m'a renversé. Donc voilà, pourquoi pas, même si pour le coup, il aurait peut-être été plus intéressant de le mettre en prix d'interprétation féminine, un prix collectif pour les actrices du film. Bah, comme je le disais, pour moi, je le voyais plus en mise en scène. C'est pas, j'en avais parlé lors du premier épisode avec Léa. C'est pas un film qui m'a plus que ça. C'est un film que je trouve qui bombarde d'effets, et moi, ça m'avait plutôt endormi qu'autre chose. Donc, pas particulièrement content de le voir ici. Après, c'est par rapport à mes goûts. Par contre, là où est-ce que je suis très content, c'est qu'on retrouve Olivier Lax pour Sirat. Je suis très content parce que je l'avais mis en prix du jury dans mon pronostic. Je suis très content de le voir ici. Sirat, encore une fois, vous en avez parlé. Ça a été, c'était une bonne claque. Ça a été une vraie surprise. C'est un film qui a énormément marqué. Quand je croisais des gens, des amis dans la rue qui me disaient « Oh là là, t'as pas un film que tu conseilles, etc. » Systématiquement, je parlais de Sirat. C'était avant Résurrection, mais Résurrection, ça arrivait tellement tard que j'ai pu le conseiller que sur un jour, alors que Sirat, je l'ai conseillé pendant 2 semaines. C'est un film qui nous a pas quittés, et donc, franchement, je suis très très content que celui-ci se voit récompensé. Effectivement, peut-être on aurait pu imaginer un grand prix, mais déjà un prix du jury, je trouve que c'est très très bien. J'espère que ça donnera envie à des gens qui n'auront pas particulièrement aller vers le film, découvriront et se mangeront ce qu'on sait manger. Bon. Moi, je trouve bien là. Je le voyais pas ni en Grand Prix ni en Palme. C'est un film qui est marqué en début de festival, qui est. Mais les deux en plus, c'est vraiment 2 films de début de festival là. Oui, donc non, moi je trouve qu'il est à sa place, c'est très bien. Voilà. Allez, il nous en reste plus que 2 grands prix que tu allais revoir pour les vérifier, pour te dire, ok, tout le monde crie à la palme, tout le monde dit que c'est incroyable. Sentimental Value de Trier, vu qu'il est le plus récent de ton visionnage, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, encore une fois, Cannes est capable de s'emballer pour des films qui sont pas non plus exceptionnels. Trier, je suis pas un grand amateur de son cinéma depuis longtemps, hein. C'est un cinéma très épuré, très minutieux, moi qui me laisse émotionnellement intact, enfin qui me met à distance, donner l'impression que c'était un film très complexe, qui parlait presque des rapports humains, presque à la Bergman. Bon non, Trier n'est pas Bergman, et il est pas si complexe qu'il en a l'air. Il est bien ficelé, d'accord, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, et pour moi le Grand Prix est surcoté. Je vais avoir du mal à te contredire, alors je le reverrai comme j'en avais parlé, je sais plus, je crois qu'il y a déjà une date de sortie, ça n'a pas été encore annoncé. Je n'arrive pas à voir ce que les gens lui trouvent. Effectivement, je trouve que d'un point de vue, sur plein d'aspects, il est bien. Je trouve que c'est bien écrit, que c'est bien interprété, que c'est bien mis en scène. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec comment il investit les décors. Bon, je vous répète ce que j'ai dit il y a 3 jours, je dirais. Après, je suis pas en mode oui, ça mérite un grand prix. Alors, j'ai l'impression que du coup ça rejoint un petit peu la presse. J'ai l'impression que c'est un palmarès qui se cale pas mal à ce que la presse avait dit, notamment par rapport à la Palme, on y reviendra. Mais moi, pour ma part, pas particulièrement convaincu. Bon, clairement, le film que je proposais c'était History of Sound. Là, personne n'aurait été d'accord.
Donc là, c'est vrai que ça fait un peu plus l'unanimité, mais c'est vrai que des deux coins de la table que vous avez à ces micros, on est plus sur du mitigé que sur du on valide. Alors que la Palme d'Or nous revient à un simple accident de Jafar Panahi, pardon. Bah pareil, pour ma part, je trouve que la sobriété de la mise en scène permet de pouvoir complètement nous plonger dans l'histoire, et je trouve que entre l'écriture des personnages, des thématiques qui va brasser au niveau de la question de la vengeance, de l'oppression politique et l'oppression carcérale, et qu'il y a des plans, le plan fixe au niveau de l'arbre, ou ce tout dernier plan avec ce bruitage, je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent énormément. Après, est-ce que c'est parce que je l'ai vu alors que tout le monde en sortait extatique, et donc du coup ça m'a fait amoindrir mon appréciation pour le film? Peut-être. Mais du coup, quand je le vois repartir avec une palme, je suis en mode ah bon. Surtout quand tu vois qu'est-ce qu'il y a en face, on se répète beaucoup, mais quand tu sais qu'il y a le Bigan en face, un Jafar Panahi, mais t'es en mode c'est peut-être pas celui que j'aurais récompensé. Et Clément, je sais pas trop où tu te situes par rapport à ça. Toi, tu l'avais plutôt bien aimé, tu l'avais même imaginé en prix du jury? Oui, moi je l'aurais mis en prix du jury dans les pronostics qui s'avèrent toujours faux. Je suis assez content que Panahi ait remporté la palme, puisque Panahi c'est un cinéaste que j'affectionne particulièrement. Après oui, c'est vrai que pour ma part c'est mon premier, donc j'ai peut-être pas autant les codes que certains ont sur comment il fait continuer à évoluer son cinéma. On est content qu'il remporte enfin le triplé après Venise et Berlin, et voilà. Après bien évidemment ce n'est pas le meilleur Panahi, j'aurais préféré Résurrection ou L'Agent secret de Mendes Filho. Donc bon, c'est pas mon film préféré de la compétition, mais c'est quand même un des quatre, on va dire, qui se dégageait, avec Résurrection, L'Agent secret, Sirat et Un simple accident. Et donc voilà, on est quand même content qu'il l'ait. C'est aussi un prix qui récompense un film, mais qui récompense aussi un parcours de vie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de Panahi, qui a quand même il y a 15 ans été en prison, qui s'est exilé, qui a ensuite tourné avant de s'exiler, qui a tourné dans des conditions pour éviter la censure assez difficile. Ah bon, on pense à Taxi Téhéran parce que la caméra ne bougeait pas du taxi. Ouais, et donc là, voilà, c'est un de ses premiers films qui a une narration qui se rapproche le plus d'un format d'une fiction classique. Et bon, c'est un bon film, c'est même un très bon film. Je l'aurais peut-être pas mis palme, mais bon, finalement, je suis quand même assez satisfait. Petite toute dernière question. Est-ce que pour toi, il y a un grand absent? Bien évidemment, une nouvelle vague de Linklater qui était vraiment excellent, qui captait avec justesse, sous la forme d'un faux making-of d'About Souf de Godard, ce moment où la grammaire du cinéma moderne a commencé à s'inventer, et c'est quelque chose c'est un film qui retraçait bien une époque, toute une bande qui expérimentait, qui créait des choses totalement nouvelles qui vont ensuite dominer le paysage cinématographique mondial pendant très longtemps, qui évitait à la fois le biopic, parce que je suis pas fan des biopics en général, le biopic Wikipédia ou le pastiche ridicule, qui était assez juste, tout en étant assez libre. Non, c'est un film que j'avais beaucoup aimé et qui aurait mérité. Moi, je lui donnais, alors je le voyais pas en palme ni en grand prix. Tu voyais en prix du jury. Voilà, en prix du jury, parce que c'était un peu compliqué de lui donner à cause de son sujet davantage, même si il était très très bon. Pour ma part, ça serait deux procureurs qui étaient en tout début de festival, qui, avec le temps, s'est un peu effacé, mais dont j'en garde de très bons souvenirs, notamment par rapport à son acteur principal, qui portait vraiment le film, et autre film porté par une personne, je sais qu'on est un peu plus en désaccord là-dessus, c'est Woman and Child de Rostaé, qui certes est en dessous de Leila et ses frères, ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Il n'empêche que je trouve que ça reste un très bon film. Et oui, j'aurais bien aimé qu'il gagne un prix. Bon, là, dans mes envies, c'était plus prix d'interprétation que Grand Prix ou autre. Mais voilà, pour moi, il y a ces absents-là aussi à noter. C'est une fin de journée, une fin de festival. Même. C'est une fin de festival. Alors, je ferai les remerciements dans l'épisode de demain, où là, ça sera un peu plus le bilan global, on va dire. Clément, merci d'avoir été là au début et à la fin. Je t'en prie, merci à toi.
ça a été la boucle. Je remercie aussi du coup John, Théophile et Léa de s'être prêtés à l'exercice. Nous, on se retrouve... Bon, si vous êtes abonné au podcast et que vous venez de nous découvrir, on se retrouve déjà demain pour le vrai ultime épisode. On se retrouve ensuite la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un épisode avec des copains où est-ce qu'on reviendra sur nos coups de cœur de la sélection et notre expérience au Festival de Cannes. Une interview de la part du duo de réalisateurs derrière le film Amélie, la métaphysique des tubes. Et puis, si vous ne venez que pour les festivals, on se dit, j'espère, à l'année prochaine. Chaque année, j'ai l'incertitude d'y aller et chaque année, finalement, j'y vais les 2 semaines. Écoutez, croyez-moi bien que si Avis désastreux peut le couvrir l'année prochaine, le Festival de Cannes se refera une fois de plus avec nous. En attendant, allez voir des films. Bon courage pour, plus pour le Festival de Cannes, mais pour tout le reste. Et n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, des bisous et à l'an prochain pour les plus patients d'entre vous. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.